Bonjour à toutes et à tous. Je suis Hélène Sarzinski, la directrice générale des services de l'INHA, l'Institut national d'histoire de l'art, et je suis ravie de vous accueillir ce soir dans l'auditorium Jacqueline Lichtenstein pour ces 40e journées européennes du patrimoine qui ont pour thème le patrimoine vivant. L'INHA, l'Institut national d'histoire de l'art, c'est un établissement qui a plusieurs missions. C'est d'abord, comme son nom l'indique, un institut de recherche en histoire de l'art qui accueille de nombreuses chercheuses et chercheurs, étudiants, professionnels, qui travaillent sur des sujets précis, pointus, vivants, passionnants, en lien avec l'actualité. C'est un milieu très, très riche en termes de recherche, mais c'est aussi un établissement qui a pour mission de faire rayonner une discipline, l'histoire de l'art. Et l'histoire de l'art, ce n'est pas réservé à quelques individus, et ça doit être ouvert sur le monde. C'est en ce sens que pour nous, les Journées européennes du patrimoine, c'est un temps extrêmement important de la vie de l'établissement, parce qu'il nous permet d'aller à la rencontre de tous les publics et de présenter nos 2 sites patrimoniaux, la Galerie Colbert, où nous nous trouvons, et la salle Labrouste, notre bibliothèque, sur le site Richelieu que nous partageons avec la Bibliothèque nationale de France et l'École des Chartes. La salle Labrouste, c'est la plus grande bibliothèque d'histoire de l'art au monde. Et pour ceux d'entre vous qui ont pu y passer une tête aujourd'hui, c'est un des sites les plus prestigieux et emblématiques de l'architecture du XIXe siècle. Et voilà, un site tout à fait remarquable. Ces Journées européennes du patrimoine, c'est aussi pour nous l'opportunité de nous adresser au grand public dans sa diversité, les familles, les enfants, les curieux, les passionnés d'histoire de l'art ou les moins passionnés, mais qui découvrent nos activités, à travers une programmation riche. Il y a les visites des 2 sites patrimoniaux avec des personnels et des étudiants et étudiantes en histoire de l'art, archéologie et patrimoine, et j'en profite pour les remercier pour leur mobilisation sur ces 2 journées. En salle Labrouste, il y a eu la présentation de l'exposition Secrets de création, qui donne à voir les manières de créer dans de multiples domaines, à travers une sélection de documents qui sont issus des collections de la bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art. En Galerie Colbert, vous avez pu voir l'exposition Imanéo, issue du programme de recherche Imaginaire croisé de l'architecture néo-mauresque, soutenu par des fonds européens, et également découvrir une proposition par les étudiantes et étudiants du Master d'Histoire de l'Art de l'Université Paris-Nanterre, sous le titre « Nos arrangements avec le temps ». Dimanche après-midi, si vous souhaitez revenir, aura lieu un atelier ouvert à tous par l'association Chercheurs d'Archéologie. Et parmi les temps forts de ce week-end, également demain dimanche, le concours Mon Master en Histoire de l'Art en 180 secondes, qui se tiendra ici même, dans l'auditorium Jacqueline Lichtenstein. Ce sont 14 étudiantes et étudiants venus de toute la France qui devront convaincre l'auditoire de la pertinence de leur sujet de recherche en 3 minutes. Un exercice, vous le verrez, extrêmement intéressant. Et le public est invité à participer au concours en votant pour son candidat préféré, qui bénéficiera d'une bourse pour l'accompagner dans ses recherches. Donc ce soir, nous sommes réunis pour cette conférence. C'est un des temps forts pour nous des Journées européennes du patrimoine. Traditionnellement, nous invitons un chercheur ou une chercheuse pour une conférence qui répond au thème annuel. Cette année, en lien avec l'idée du patrimoine vivant, l'INHA a convié Éléonore Chaline, que je remercie pour sa présence, pour évoquer la transformation de l'objet photographique en objet patrimonial à travers son intervention « Patrimoine photographique, un matériau pour l'histoire ». Je vous présente Éléonore en quelques mots. Éléonore Chaline est maîtresse de conférences en histoire de la photographie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, agrégée d'histoire. Elle est membre de l'Institut universitaire de France Junior, rédactrice en chef de la revue Photographica et autrice de l'ouvrage « Une histoire contrariée, le musée de photographie en France 1839-1945 », disponible aux éditions Macula. Je vous invite tous, nombreuses et nombreux, en conclusion de ce propos, dans la suite de la découverte de l'histoire de l'art en ces Journées européennes du patrimoine, à nous rejoindre début juin, fin mai, début juin, donc du 31 mai au 2 juin 2024, pour le Festival de l'histoire de l'art. Certains d'entre vous le connaissent peut-être, c'est une manifestation annuelle que nous tenons en partenariat avec et au Château de Fontainebleau.
et qui est l'occasion pendant 3 jours d'écouter des conférences passionnantes sur un thème et un pays invité qui vous seront révélés au début du printemps. Et nous serons ravis de tous vous retrouver à cette occasion. Enfin, pour terminer mon propos, je souhaite remercier, parce que ces Journées européennes du patrimoine ne s'organisent pas toutes seules, toutes les équipes de l'INHA qui ont beaucoup travaillé pour pouvoir offrir cette programmation très riche, le service des manifestations, le service des moyens techniques, le service de la communication, qui ont participé à la coordination et à l'organisation de ce week-end, Lucie Grandjean pour la programmation, Maxime Grel et Ulysse Follet qui sont derrière vous et qui en assurent la régie technique. Et je vous souhaite une très belle conférence. Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup à l'Institut national d'histoire de l'art pour cette invitation et ravie de pouvoir vous présenter une partie des recherches que j'ai menées dans les dernières années. J'ai un tout petit peu modifié mon titre, mais voilà, ça s'appelle donc Patrimoine photographique, matériaux pour l'historien, l'historienne. La photographie a presque 200 ans. Son bicentenaire sera officiellement fêté en 2026-2027. Contrairement à la peinture, à la sculpture ou au dessin, dont les origines sont souvent renvoyées au mythe et à la mythologie, la photographie, comme le cinéma, ont des dates de naissance. Donc, quand on raconte son histoire, on part de ses débuts, de ses origines, aussi brumeuses soient-elles, ou plutôt de son invention. Ce terme d'invention la ramène du côté de la technique, d'un art de l'enregistrement ou d'un art dit mécanique, comme on disait au début du XXe siècle. En réalité, de date de naissance, la photographie en a plusieurs, selon la définition qu'on lui donne, selon l'aspect sur lequel on insiste, selon le pays de celui qui énonce le récit et selon les époques. Ainsi, au XXe siècle, en France, on fêtera 2 centenaires de la photographie, celui de 1925 et celui de 1939. On pourrait balayer d'un revers de la main ces histoires de dates, car en effet, ce qui importe, n'est-ce pas le désir de photographie qui pointe dans les années 1820-1830 et fait de la naissance de la photographie une histoire collective? Je serais assez d'accord avec cela. Mais ce qui est le plus important, et sans doute aussi pour échapper à ces histoires longtemps bâties sur le nationalisme, c'est en effet de considérer la photographie comme un moment de transformation. Et pourtant, tout de suite, de la conception à l'idée de photographie, nous sommes renvoyés aux moyens par lesquels y parvenir, c'est-à-dire qui fait quoi et quand. Qui plus est, ces histoires de dates et leurs variations sont des révélateurs. Et ce qui m'intéresse, ce sont moins les dates en elles-mêmes et pour elles-mêmes que leurs croisements, leurs intersections, comment une époque en regarde une autre, comment des temps entrent en collision, en décalage, comment se forgent des anachronismes. Aussi, la conférence que je vous propose d'écouter ce soir sera forgée sur une constellation chronologique qui devrait vous permettre, du moins je l'espère, de comprendre les apparitions et manifestations de cette conscience patrimoniale en matière de photographie. Car comment penser cet objet et son histoire ? Que signifie cet objet pour nous aujourd'hui et que signifiait-il dans le passé ? Qu'est-ce donc que le patrimoine, si ce n'est le rapport du passé au présent, le rapport qu'une société entretient avec les traces et les objets de son passé. Ici, la photographie est toute particulière, puisqu'elle-même a souvent été pensée comme une trace. Interroger le patrimoine photographique nous oblige à des va-et-vient entre aujourd'hui et le passé, mais aussi dans le passé qui contemple quelque chose d'encore plus lointain. C'est ce que je voudrais tenter ce soir avec ces approches non linéaires des patrimoines photographiques, à savoir donc comment chaque époque, qui se pensait la plus moderne en son temps, a pu penser la photographie et observer comment a pu se transformer cette idée finalement ancienne du patrimoine photographique, voire le réinventer. Ce soir, donc, ce que je vous propose, c'est un montage de temps photographique. Et je préfère vous préciser que les légendes et les crédits des images, vous les retrouverez à la fin de mon diaporama. 2023-1822.
L'histoire pourrait commencer ainsi. La gloire d'un inventeur est trop souvent une fleur de cimetière. La formule est d'Émile Vuillermoz en 1917 et je l'emprunte à Christophe Gauthier dans un article sur la querelle des inventeurs du cinéma. Non, attendez, c'est par là. La photographie d'un cortège des membres de la Société française de photographie et d'autres officiels en route pour un hommage à Louis Daguerre, inventeur du daguerréotype, ici en 1937, donc au moment du 150e de sa naissance. À droite, les tombes des époux Niepce au cimetière de Saint-Loup de Varennes, donc les tombes qui ont été restaurées pour l'occasion. Le cortège assemblé autour de la tombe de Daguerre à Brie-sur-Marne. Au passage, on remarquera le nombre de drapeaux français placés là pour l'occasion, dans des temps de commémoration qui ne sont pas du tout spécifiques d'ailleurs à la photographie. L'histoire pourrait commencer comme cela, donc ce ne serait sans doute pas très gai, mais ce serait assez représentatif de l'esprit dans lequel s'est en partie constituée une mémoire photographique qui s'appuie sur le culte de ces inventeurs morts, Nicéphore Niepce, Louis Daguerre, et sur ceux donc, qui sont appelés, pour reprendre la formule de l'époque, les pères de la photographie. Mais ce soir, l'histoire commencera plutôt, pardon, il faut que je m'habitue, ainsi. Sur cette image un peu étrange qui date probablement de 1933, et là vous allez me dire que je vous barbe avec mes histoires de commémoration, mais attendez, vous voyez une foule massée devant un grand panneau portant l'inscription suivante: dans ce village, Nicéphore Niepce inventa la photographie en 1822. Ce village, donc c'est Saint-Loup de Varennes, à quelques kilomètres de Chalon-sur-Saône, dans le sud de la Bourgogne, et ce monument se trouve encore aujourd'hui le long d'une départementale, donc la D906, à l'entrée de ce village. La date, c'est celle de 1822. Ce n'est plus celle qu'on admettrait aujourd'hui, mais c'est celle qu'un historien de la photographie, du nom de Georges Potonnier, qui se trouvait être l'archiviste de la Société française de photographie, avait défendue et donnée, en s'appuyant d'une part sur la correspondance entre Nicéphore Niepce et son frère Claude, une lettre de 1822, et en s'appuyant sur la définition suivante, je le cite, « Autant que je sache, personne ne nomme photographie autre chose qu'une image recueillie dans la chambre obscure sur une surface sensible à la lumière et rendue permanente. » Potonnier insiste sur cette permanence, car sinon, en effet, il y aurait plusieurs autres prétendant au titre d'inventeur de la photographie. Et de cette permanence, on veut encore pour preuve aujourd'hui la photographie suivante, donc, qui s'intitule « Le point de vue du Gras », qui est aujourd'hui la plus ancienne photographie conservée au monde. Depuis cet objet, qui avait longtemps disparu, c'est une photographie qui avait disparu pendant plus de 50 ans, on date cette première photographie de 1826-1827. Pourtant, la date de 1822 est toujours celle qui subsiste aujourd'hui sur ce monument, et les automobilistes qui passent par là, pardon, j'ai du mal à m'y faire, les automobilistes qui passent par là ou qui sont contrôlés à cet endroit, petit clin d'œil ici au film de Jean-Pierre Melville, Le Cercle Rouge, ont sûrement en tête une mauvaise date, mais passons. Ils seront peut-être surpris qu'on fête le bicentenaire en 2026. Mais regardons mieux cette photographie qui est un tirage aujourd'hui conservé à la Société française de photographie. Si on la compare avec d'autres photographies du même monument, nous nous apercevons déjà qu'il y a quelque chose d'étrange dans sa surface qui fait plutôt comme une bâche ou un papier que de la pierre gravée. Et vous avez peut-être aussi remarqué que la typographie n'est pas tout à fait la même. Si vous regardez l'écriture de la date à gauche et à droite, notamment les deux, vous verrez que les arrondis sont fermés dans l'image située à droite et que les lettres ont des sérifs à droite et n'en ont pas à gauche. Est-ce que ce monument n'était-il pas tout à fait terminé en 1933 ? Et surtout, il y a cette foule bien compacte rassemblée devant le monument, plutôt comme pour un défilé, une parade, que pour une commémoration où les gens ont plutôt tendance à se placer en arc de cercle.
La chorégraphie n'est pas la même. Ce qui me fait dire que cette photographie, qui sera tranquillement reproduite dans la brochure consacrée au centenaire de la mort de Niepce, célébré en 1933 et sans aucune précision, est en réalité un photomontage. Jamais une telle foule ne s'est pressée pour commémorer la date de 1822 et un inventeur, Nicéphore Niepce. Voilà. Par cette image, on pénètre dans la vie rêvée de la photographie, dans son histoire potentielle. Et c'est par là que je voulais ouvrir cette conférence, car on voit bien que l'histoire, que le patrimoine est aussi une affaire de choix. Ce qui fait patrimoine est un montage historique, et Potonnier arrange une partie de l'histoire de la photographie pour servir le récit de l'avance d'une invention nationale française sur les Britanniques notamment. Par elle, on entre aussi dans une époque, les années 30, qui a besoin d'images, n'hésite pas non plus à les forger au besoin, et qui voudrait que la photographie soit enfin reconnue à sa juste valeur. Qui voudrait cela ? Disons le monde savant de la photographie, le monde professionnel, les photographes d'atelier, les industriels de la photographie et certains représentants des milieux artistiques, des critiques d'art, des journalistes, des éditeurs. Quelle est cette juste valeur ? Est-ce sa valeur historique, sa valeur artistique ? Tous reconnaissent, dans les années 30 en tout cas, qu'un nouvel esprit est à l'œuvre. Pierre Liercourt écrit dans un article sur le futur musée de la photographie « Les grandes manifestations qui eurent lieu l'année dernière à Chalon-sur-Saône, à l'occasion du centenaire de la mort de Niepce, ont créé un état d'esprit qu'il ne faut pas laisser disparaître. » On peut lire aussi « Le centenaire de la mort de Niepce aura servi de prétexte cette année à toutes sortes d'expositions de photographie. » Et il était question, en fait, là, d'une exposition qui s'intitule « L'image photographique en France de Daguerre à nos jours », qui a eu lieu en 1933. Ce nouvel état d'esprit, qui naît dans ces années-là, je l'appellerais pour ma part conscience ou sentiment patrimonial. En effet, l'idée que les photographies méritent d'être conservées existait, on pourrait dire, dès les débuts de l'histoire de la photographie. Très vite, les photographies sont pensées comme des archives, pensez par exemple au projet des archives de la planète, ou des documents possibles pour renseigner l'histoire, la géographie, les sciences, les civilisations. Elles sont décrites par Baudelaire comme un aide-mémoire pour le savant. Selon cette idée, elles sont surtout amenées à être considérées comme documentaires. Et elles n'ont jamais, quand elles ont été conservées au XIXe siècle, au début du XXe siècle, c'est plutôt pour cette raison. Et elles ont plutôt été conservées dans l'ensemble pour leur contenu que pour elles-mêmes, pour ce dont elles attestaient. Les seuls qui vont penser dès le XIXe siècle à collecter des pièces, c'est-à-dire des appareils photographiques ou des images, pour servir l'histoire de la photographie elle-même, sont les membres qui vont fonder la Société française de photographie en 1854, ce qu'ils vont d'ailleurs mettre en œuvre puisque la collection aujourd'hui est classée monument historique. Ce qu'il y a de nouveau dans les années 1930, c'est que cette conscience patrimoniale essaime en dehors des milieux photographiques eux-mêmes en raison d'un goût nouveau du public pour la photographie et dans une époque qui avoue s'être tournée vers le passé. Mais aussi parce que la photographie est alors partout, dans l'édition, la presse illustrée, les expositions, sur les murs des maisons, dans les chambres à coucher, sur les cartes postales, qu'elle est pratiquée par un public toujours plus important. Elle est tellement partout, dira en somme Gisèle Freund en 1936 dans l'introduction de son livre « La photographie en France au XIXe siècle », qu'on ne la voit plus à force de la voir, parce qu'elle est omniprésente. Introduction donc de cet ouvrage qui part du présent, donc des années 30, pour mettre en valeur ce qui est un sentiment nouveau, celui de la nouvelle importance culturelle de la photographie. Et j'ouvre une petite parenthèse ici, il y a beaucoup d'auteurs qui vont se demander pourquoi ce nouveau goût pour la photographie dans les années 30.
qui est favorisé à la fois par une plus forte consommation d'images, mais aussi par le fait que beaucoup pensent que le cinéma, en fait, que le fait que les gens aillent de plus en plus au cinéma les a habitués à voir des images en noir et blanc, à percevoir ce qui pouvait faire les particularités de l'image photographique. Je referme cette parenthèse. Et si l'idée de patrimoine photographique apparaît dans ces années-là, c'est que, notamment, on a peur que certains ensembles, certaines collections disparaissent. Ce sera le cas du fonds d'atelier d'un photographe du Vieux Paris, Eugène Atget, racheté par Bérénice Abbott à la fin des années 20, qui est, elle, une photographe américaine, qui va emporter ses négatifs aux États-Unis. Ce sera le cas aussi de la collection de Gabriel Cromer, qui meurt en 1934 et qui avait forgé, depuis les années 1900, une collection de photographies historiques, donc depuis les premiers temps, et même avant, depuis les précurseurs de la photographie, jusque vers 1900. Et cette collection, elle aussi, sera achetée par Kodak, et partira aux États-Unis à la fin des années 30. Donc toute la question dans ces années 30, c'est qu'est-ce qu'il va advenir de ce patrimoine, qu'est-ce qu'on va en faire. On est avant, en fait, une politique culturelle de conservation du patrimoine. Finalement, cette idée de patrimoine photographique, elle naît dans les pertes et dans les disparitions de collections photographiques. Deuxième temps, donc 1989-1839. 1989, pour la plupart d'entre vous, c'est peut-être plutôt le bicentenaire de la Révolution française que le 150e anniversaire de la photographie. Mais ça a été aussi le 150e anniversaire de la photographie, puisqu'on commémore en 1889-1839, qui est la date de divulgation publique du daguerréotype. Donc c'est le moment où le procédé mis au point par Louis Daguerre est reconnu et va entrer en circulation. C'est les débuts de la vie publique de la photographie. Ce sont les premières rencontres entre une image photographique et un public. Toute la question qu'on peut se poser aussi en tant qu'historien, c'est que voient les gens qui contemplent un daguerréotype pour la première fois? Parce que c'est une image très surprenante. Mais bon, je ne vais pas développer ça aujourd'hui. 1989, plusieurs expositions consacrées à la photographie vont voir le jour pour fêter cet anniversaire, et notamment l'invention d'un regard sur la photographie du XIXe siècle au musée d'Orsay. Je vous lis 2 extraits du catalogue et d'un dépliant qui avait été fait pour l'exposition. Définir la photographie comme un langage propre, montrer en quoi elle a, dès le XIXe siècle, transformé la sensibilité visuelle, en quoi elle fut et continue d'être un prodigieux révélateur de formes inédites, un éducateur pour l'œil, tel est le but de cette exposition. D'où le titre « L'invention d'un regard ». Deuxième citation, « La particularité du projet de l'exposition du musée d'Orsay, c'est d'appliquer cette lecture moderne de la photographie à celle du XIXe siècle. Tous ces éléments révolutionnaires se trouvent déjà en germe à cette époque, et s'ils n'en firent pas la théorie, les contemporains d'alors s'y montrèrent sensibles. » C'est-à-dire le but, ici, donc de Françoise Elbrun, Bernard Marbeau et Philippe Néagu, était d'appliquer les théories sur la photographie des années 1920 jusqu'aux années 1960, avec au premier chef celle d'un artiste et photographe qui s'appelle Laszlo Moholy-Nagy dans son livre donc Peinture, photographie, film en 1925, et d'appliquer ces théories, ces lectures sur la photographie du XIXe siècle. C'est-à-dire emprunter un vocabulaire qui insistait sur des critères formels comme l'utilisation de la lumière, comme le cadrage, sur des principes comme le négatif ou comme l'instantanéité, qui n'appartiennent qu'à la photographie, et les déplacer sur la photographie du XIXe siècle. Je prends des exemples ici qui sont donnés par les commissaires de cette exposition. Pour eux, par exemple, qu'est-ce que le photogramme sur lequel s'exercèrent donc Christian Schad à gauche, une shadographie,
Man Ray au centre, qui parlait lui de rayographe, sinon la redécouverte de ce qu'on a appelé les photogenic drawings, donc les dessins photogéniques de William Henry Fox Talbot, dont les plus anciens datent des années 1830 et de la seconde moitié des années 1830. Que dire encore du négatif, puisque c'est bon. Puisque pour eux, des personnalités comme Henri Le Sec, dont vous pouvez voir ici un négatif, ou Victor Hugo, bien avant les artistes d'avant-garde, avaient développé un goût pour l'image négative en elle-même, c'est-à-dire sans qu'elle nécessite un tirage positif. Pour démontrer cela, pour démontrer cette ambition moderne, ces ambitions modernes de la photographie dès le XIXe siècle, cette exposition, L'invention d'un regard, dresse un parallèle quasi permanent entre photographie du XIXe et théorie photographique du XXe siècle. Et c'est intéressant pour ce que je voudrais vous démontrer ce soir. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens donc, de la fin des années 1980 qui relisent le XIXe siècle par le prisme des années 1920. On a donc une valse à 3 temps. Et cet anachronisme qu'on a ici à l'œuvre dans la constitution de cette exposition, dans son invention, elle vise à anticiper et à démontrer la dimension moderne de la photographie, et ce dès le XIXe, pour légitimer cette nouvelle collection photographique d'Orsay et l'inscrire dans ce qui fait art en photographie. Prouver que dès le XIXe siècle, la photographie est un art. Tout cela se passe en plein dans cette âge patrimonial, comme l'a nommé l'anthropologue Daniel Fabre, dans ce temps où, pour reprendre les mots de François Hartog pour parler des années 80, la vague patrimoniale, en phase avec celle de la mémoire, a pris de plus en plus d'ampleur jusqu'à tendre vers cette limite que serait le tout patrimoine. À cette époque, donc les années 1980, on pourrait dire que la photographie est entrée au port. Ça a été une vraie victoire pour la photographie, ce changement de statut. La photographie était enfin amarrée en France aux collections du musée d'art, ce qu'elle avait tant souhaité pendant toute son existence, et cela lui est arrivé 40 ans après la création d'un département photographique au MoMA à New York, qui était quant à lui plutôt une exception, mais qui était une sorte de phare dans l'imaginaire des photographes. On a beaucoup insisté sur la création de ces collections ex nihilo, donc collections qui ont été formées notamment au Centre Georges Pompidou pour la photographie du XXe siècle, collection qui n'a pas été forgée dès l'ouverture du centre en 1977, mais un peu plus tard, à partir de 1981, et la collection du musée d'Orsay, qui a été, elle, créée à partir de 1979 pour la photographie, pour un musée qui, lui, a été inauguré en 1986. Enfin, donc, les photographies étaient reconnues comme art dans des musées nationaux qui exposaient de l'art et des œuvres d'art. Mais donc, quelle photographie et selon quels critères ? Ce qu'il faut savoir aussi sur cette époque, sur cette période, et c'est très important aussi pour penser la constitution de ces collections nouvelles, c'est que à cette époque-là, le marché de la photographie, dans les années 80, y compris de la photographie ancienne, est en plein essor. Et donc, les photographies tendent à coûter de plus en plus cher. Et finalement, les Français, dans cette démarche, arrive assez tard par rapport à d'autres, puisque vous voyez, c'est la fin des années 70, le début des années 80, et on ne peut plus tout acheter. Mais dans l'ensemble, ce qu'on va mettre en avant, ce sont la rareté, la beauté des épreuves ou des tirages. Donc cette constitution de collection, elle se fait pas sur l'idée que les photographies sont des multiples, que les photographies sont extrêmement nombreuses, mais elle se fait plutôt sur la recherche de photographies rares. Mais surtout, ce qui s'est produit à cette époque, qui est assez frappant, c'est une relecture de tout ce qui était déjà dans des collections de musées et de bibliothèques, mais qui était dormant, qui n'était pas regardé, qui n'était pas véritablement apprécié. Donc on a eu
une période, toute cette période des années 80 et 90, où on a redécouvert la photographie, et notamment la photographie ancienne. On l'a sortie de la documentation des photothèques, ce qui me fait dire que, en fait, tout était presque déjà là. Il y avait déjà des collections assez importantes dans de nombreuses institutions. Tout était déjà là, ou presque. Tout était déjà là, mais on ne le voyait pas. On a poursuivi ensuite des acquisitions dans les années 80, mais l'enjeu majeur de cette période était de regarder à nouveau, c'est ça aussi le patrimoine, de regarder à nouveau l'existant, de le restaurer, de le sortir des boîtes et des réserves. Car quand on parle de photographie, et ce qui fait peut-être aussi l'une des spécificités de celle-ci, et ce qui la rend de ce point de vue, alors à la fois comparable et pas à des archives papier ou même parfois à des tonnes de photocopies, c'est justement la masse d'images, l'énorme quantité de photographies qui existent. Alors, pour vous donner un exemple, la Bibliothèque nationale de France, elle conserve aujourd'hui 8 millions de phototypes. Pour certains, ils sont entrés dans les collections depuis les années 1850. Et vu comme cela, vu dans leur masse, vu dans leur quantité, les photographies causent des sueurs froides aux conservateurs. Et ce n'est pas pour rien que Michel Melot, dans sa conférence de 1983, qu'il a récemment rééditée, conférence qui s'appelle « Les archives comme substances hallucinogènes », incluait les photographies parmi ces substances hallucinogènes, en disant que vraiment, quand on y pense, on pouvait avoir des kilomètres et des kilomètres de photographies, ce qui est le cas dans certaines institutions. Donc, dans les années 80 et 90, beaucoup d'institutions publiques, par exemple l'École des Beaux-Arts de Paris, le Musée de l'Homme, le Musée des Arts décoratifs, ont commencé un travail de relecture de leurs ensembles de photographies, donc, qui n'étaient pas encore véritablement des collections, et elles les ont transformées par le regard qui a été porté sur ces objets. Et ce travail, il se poursuit encore aujourd'hui. Voilà donc pourquoi, quand on raconte l'histoire de la patrimonialisation de la photographie, ce qu'on a appelé dans notre jargon historien institutionnalisation aussi, on raconte presque toujours l'histoire glorieuse des années 1970 et 1980, années où se sont manifestées à la fois une volonté politique forte, mais aussi une réponse des institutions. En 1980, Jack Lang organisait les États généraux de la photographie et ils étaient marqués par cette prise de pouvoir des aspects artistiques dans la photographie. Donc c'était une nouvelle politique culturelle en faveur de la photographie, mais surtout un travail d'exhumation, de remontée à la surface, qui a été toujours accompagné par la recherche en histoire de la photographie qui s'est développée à cette époque-là aussi. Alors, ce que j'ai voulu montrer dans mes recherches, et mes recherches, elles ont porté sur cette impossibilité pendant le 19e siècle et le début du 20e siècle à créer un musée de la photographie au moins jusqu'en 1945, c'est que cette histoire du patrimoine photographique, elle a certes été longtemps contrariée et donc portée non pas par la sphère publique mais par la sphère privée, mais qu'en réalité, le sentiment patrimonial envers la photographie, il est bien plus ancien que le dernier tiers du XXe siècle, et qu'il résulte d'une série d'inquiétudes et d'échecs. Donc toute ma question, c'était qu'y avait-il sous cette histoire? Et là, on va retourner en arrière et regarder comment les années 30, les années 1930, se tournent vers 1900 et vers le 19e siècle. En 1932, le critique d'art Louis Chéronnet, qui est l'un des acteurs majeurs de cette histoire, qui est un écrivain, un rédacteur en chef d'art et décoration, qui s'est intéressé à l'affiche, aux enseignes, aux panneaux publicitaires, au cinéma, aux arts de la rue, aux arts du cirque et à la photographie, publie un livre qui s'appelle « À Paris vers 1900 », qui participe de ce que l'historien décédé aujourd'hui, Dominique Khalifa, a décrit comme l'invention rétrospective de la Belle Époque.
l'invention, même le terme, l'emploi de cette expression « belle époque » pour désigner la fin du 19e siècle et 1900, date des années 30 et des années 1940. Je vous cite Louis Chéronnet. « Tout, depuis longtemps, indiquait cette date, donc 1900, comme le seul point stratégique possible. En 1914, un coup de hache terrible a tranché en 2 parts égales le premier tiers du siècle, privant l'une de son épanouissement, l'autre de sa base. En 1918, l'avant-guerre apparaît comme une force déçue, l'après-guerre comme une faiblesse pleine d'espoir. De ce contraste sont nés une inquiétude, un romantisme que le progrès mécanique et les problèmes de politique internationale égarèrent dans la géographie, mais qui tend à retourner à sa véritable forme, un drame du siècle, un tourment du passé, un besoin de se relier aux époques révolues, de ne plus être seul dans le temps. Que se passe-t-il donc quand on prend conscience de cette cassure irréparable qu'a causée la Première Guerre mondiale? Chéronnet tente ici de l'analyser. Et il parle du romantisme de sa génération. Il est né juste avant, en 1899, donc de sa génération née autour de 1900. Romantisme qui prend racine dans l'impuissance d'un rêve à se réaliser. Comme pour leurs aînés, nous dit-il, la mélancolie est plus ou moins amère. La période 1900 est devenue un paradis perdu. Quand il observe attentivement le passé, Chéronnet voit bien que ceux qui écrivaient en 1900 n'étaient pas nostalgiques, par exemple, de la fin du Second Empire. Il décrit cette époque, 1900, nous dit-il, était positif, affirmatif, radical. Et il note sur sa génération, qui est celle des Paul Morand, je le cite à nouveau, « C'est pourquoi, impuissant à réaliser le profond aujourd'hui et incertain de demain, nous n'osons même pas penser à 1933, donc l'année suivante, à ce qu'il adviendra de nous dans 10 ans. C'est pourquoi, incapables de croire en l'avenir, puisque nous ne croyons pas au présent, nous nous tournons dans notre désespoir vers le passé, leur passé. » Donc, vous voyez ici quand même dans ce texte un portrait des années 30 qui me semble très juste pour toute une partie. Donc se tourner vers le passé, est-ce que ce n'est pas justement le signe des périodes inquiètes, ce qui est aussi le cas de la nôtre? Et je lisais ça récemment dans le catalogue Enfin le cinéma du musée d'Orsay, que oui, les époques tournées vers le passé sont en fait des époques troublées par leur propre présent. Et donc, que va faire Louis Chéronnet? Qu'est-ce qu'il propose? Il se plonge dans les vieilles revues et d'anciennes archives. Qu'est-ce qu'il va en ressortir? Un documentaire sous forme de livre, un album de ses photographies 1900, qui est plein d'images de l'exposition universelle de 1900, plein d'images de femmes vases, comme vous pouvez les voir ici sur ce montage, de femmes fleurs 1900, plein d'images urbaines aussi, d'images de ville, de cafés-concerts et d'intérieur. Vous voyez ici cette femme qui pose Jeanne Bloch et son perroquet. Le livre qui est à côté de la petite cage à oiseaux, ça s'appelle « Le métier de femme ». Et il insiste d'ailleurs sur cette vision que les années 1900 avaient de la femme. On trouve aussi des images étonnantes. Vous pouvez regarder celle en haut à gauche, qui est une image de pédicure publique, du marché au modèle, donc modèle pour artistes, en haut à droite, qui était situé place Pigalle, etc. Donc c'est à la fois, avec la préface de « À Paris vers 1900 », c'est une histoire désespérée, mais c'est aussi une histoire assez joyeuse. Elle cherche en fait à retrouver les pulsations d'une époque sur laquelle elle porte un regard à la fois tendre et moqueur, un regard d'ailleurs qui ne sera pas celle de toute cette génération des années 30, puisque par exemple des gens comme Walter Benjamin ou comme Le Corbusier ont les années 1900 en horreur.
parfois pour le style, parfois pour ses intérieurs bourgeois étouffants, etc. Mais ce qui intéresse quelqu'un comme Louis Chéronnet, à la photographie notamment, et plusieurs d'ailleurs de ses amis qui seront aussi des collectionneurs de photographies, c'est le cas d'un peintre et illustrateur qui s'appelle André Dignimont. C'est le cas aussi du rédacteur en chef d'une revue nouvelle à l'époque qui s'appelle Jazz. Et donc ce rédacteur en chef, c'est Carlo Rime. Et ce qui les intéresse, ce ne sont pas les auteurs de ces photographies, mais l'imagerie, c'est-à-dire ce qu'on peut voir sur ces images. Ici, les photographies, elles sont vues comme des sources documentaires, comme des sources ethnographiques sur un passé qui a disparu et dont on a été coupé, par la guerre notamment. Ce qu'on collectionne donc à titre privé peut nourrir des pratiques artistiques, mais aussi beaucoup l'édition de livres et de revues qui se développent à cette époque. Ces collections, pour la plupart, elles ont disparu avec leur auteur, et elles ont beaucoup moins cherché à instituer un mémorial, un canon de l'histoire de la photographie, qu'un jeu avec les images, par les images. Ce sont des gens qui ont moissonné des photographies de toutes sortes, tantôt des plus curieuses, tantôt des plus ordinaires ou des plus familières, souvent mises en scène et en récit par leurs collectionneurs ou par leurs amis dans ce cadre éditorial, et ce, en dehors des circuits de reconnaissance traditionnels de l'art. Ce type de photographie, à l'époque, ne vaut rien, quasiment rien. On la trouve dans les marchés aux puces, chez les brocanteurs, les ferrailleurs, les bouquinistes, on la trouve par lot. Ça n'a aucune valeur financière quasiment. On la trouve aussi par terre, enfin, on la trouve n'importe où. Elle n'est pas précieuse comme aujourd'hui on garderait des photographies 1900. Formées donc dans l'entre-deux-guerres, dans une époque de déploiement de l'illustration photographique, de la presse illustrée, ces collections, elles vont être utilisées dans des publications et elles vont notamment servir à insister sur l'importance culturelle de la photographie, sur comment regarder l'image photographique aujourd'hui pour les contemporains des années 30. C'est le cas, par exemple, dans cet article d'un critique d'art qui s'appelle Valdemar Georges, dans un article connu qui s'appelle « Photographie, vision du monde », qui est publié en 1930. Et vous voyez qu'il va publier dans cet article, ici, ce sont plusieurs photographies érotiques ou photographies de modèles qui faisaient partie de la collection de Carlo Rime. Autre exemple, ou pas, voilà, qui viennent de la collection d'André Dignimont, collection qui avait été jugée impitoyable et drôle sur les années 1870-1900 et qui comprenait de nombreuses photographies de célébrités du passé, comme Casque d'Or ou comme la Goulue, mais qui comprenait aussi beaucoup de nus féminins, de photographies érotiques, de lieux, des intérieurs de prison, des illuminations du Paris de 1900, des vues stéréoscopiques, comme vous pouvez le voir ici sur la reproduction de cet article. Nudité féminine et masculine, modèles, femmes à barbe, géants et nains, vagabonds, sportifs, maisons closes, danseuses et saltimbanques, mais aussi photographies de groupes, de familles, d'événements, de sport, poses grotesques, sans oublier les images de Paris. Tel est le programme visuel retenu par Louis Chéronnet dans les 193 photographies qu'il publiera dans un livre qui s'intitule « Petit musée de la curiosité photographique » qu'il publie en 1945 aux éditions Tel comme un plaidoyer en faveur du musée. Ce qu'il dit, c'est la chose suivante. Il n'y a pas de musée de photographie, personne ne s'intéresse à la photographie. Le seul moyen de sauver ces collections, c'est de les publier. Et d'ailleurs, c'est très vrai parce que la plupart des collections qu'il utilise, elles ont disparu aujourd'hui, mais on les connaît à travers ce petit livre, cet album de photographies. Les photographies, en particulier les photographies anonymes, sont matrices de fiction. Et vous ne pouvez peut-être pas lire ce qui est écrit, mais sous chaque image, il y a une légende qui est une légende racontée, en fait, qui raconte quelque chose à partir de cette photographie sous la plume de Chéronnet.
Par exemple, sur l'image qui est tout à gauche, on peut lire « On aimait les enfants chez les Ravissons » ou la 178 « Abandonnant un enfant triste et doux qui fut élevé par sa tante ». Il y a quelque chose quand même d'assez spectral dans cette mécanique quand les années 30 regardent vers 1900 et la fin du 19e siècle. Ils regardent aussi des fantômes du passé. Chéronnet, comme plusieurs autres, choisit de réanimer ces photographies désormais anciennes, qui sont pour lui comme des belles, c'est difficile à mettre au pluriel, mais des belles au bois dormant assoupies, et de les réveiller en racontant des histoires à partir de ces photographies. Cela se produit en parallèle de l'émergence d'une histoire de la photographie qui ne va plus être seulement l'histoire des techniques, comme c'était le cas pendant très longtemps, mais qui va être celle des images photographiques. Cette histoire des images photographiques, elle est en train de naître dans l'entre-deux-guerres. Mais, à la différence d'autres auteurs, Chéronnet et, disons, ses amis, ou ceux qui réagissent comme lui par rapport aux images photographiques, ne vont pas aller chercher du côté des grands maîtres de la photographie ou de ceux qu'on a appelés les primitifs de la photographie, ceux qui seront reconnus et qui vont figurer dans la plupart des histoires de la photographie, comme donc David Octavius Hill. Bon, on pense qu'il est seul à cette époque-là pour réaliser ces photographies. En réalité, ils sont deux. Donc, dans les années 1840, tout à gauche, donc Hill et Adamson. Nadar pour les années 1850, puis Eugène Atget, qu'on retrouve ici, et qui est pourtant un contemporain, puisque Eugène Atget est mort en 1927, mais il va être très vite classé parmi ces maîtres de la photographie, en fait, parmi les photographes qui ont compris ce qu'était la photographie, c'est-à-dire des photographes qui n'auraient pas essayé d'imiter la peinture. Mais des gens comme Chéronnet, eux, ils vont aller chercher ailleurs, ils vont aller chercher du côté d'une photographie populaire, souvent anonyme, et que l'on nommerait sans doute aujourd'hui une photographie vernaculaire, une photographie a priori sans valeur, mais qu'il suffit de regarder. Et en fait, ils produisent ce geste qu'ont pratiqué de nombreux artistes depuis les années 30 et même dans les années 20, notamment les surréalistes, faire ressortir des images, faire ressortir des archives photographiques, et ça a été le cas de beaucoup après eux jusqu'à aujourd'hui. Dans les années 1930, tout cela se produit aussi en parallèle donc, de l'essor d'une nouvelle photographie pratiquée par les avant-gardes, mais avant-gardes qui ne vont pas toutes chercher à faire table rase du passé photographique, mais au contraire, pour certaines, essayer de voir qui parmi les anciens avait compris ce qu'on pouvait attendre d'une photographie, qu'est-ce qu'on pouvait espérer, comment on pouvait comprendre ce médium, qu'est-ce qui faisait l'essence de l'image photographique. On est parti, vous vous rappelez, des années aussi 1920, Georges Potonnier qui, lui, défendait plutôt une histoire des techniques, une histoire des inventeurs. On est passé dans les années 1930 avec Chéronnet. Et Chéronnet, lui, témoigne de cette histoire des images qui se met peu à peu en place. Ces images, en quelque sorte, on pourrait dire qu'on les délivre, qu'on les manipule, mais pas ici au sens du photomontage, que je vous montrais tout à l'heure, mais au sens propre, c'est-à-dire on les prend en main. C'est un rapport très matériel aux photographies qui se met en place et qui d'ailleurs est assez différent de celui qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Ainsi, le collectionneur Gabriel Cromer, dont je vous ai déjà évoqué le nom, qui va non seulement rechercher, ça lui prend des années, c'est un collectionneur passionné, c'est quelqu'un qui va consacrer toute sa vie et tout son argent à chercher du matériel, d'anciennes photographies. Il a d'ailleurs retrouvé des ensembles incroyables. Donc, c'est quelqu'un qui a recherché cette photographie ancienne, qui a écrit sur cette photographie ancienne, mais qui était aussi photographe. Et on pourrait dire, il a réagi en photographe par rapport à certaines images qu'il avait rassemblées,
Et notamment, il a décidé de se servir, d'utiliser des négatifs papier, donc ces calotypes. À gauche, vous retrouvez un calotype, donc un négatif d'Henri Le Sec, que Cromer a développé dans les années 1930. Ce qui se faisait, ce qui se pratiquait encore dans les années 50, dans les années 60. Par exemple, la Société française de photographie a pu confier des négatifs d'Hippolyte Bayard, un des pionniers de la photographie, pour qu'ils soient tirés en images positives, parce que, je pense qu'une des raisons, c'était aussi qu'on pensait que le public comprendrait mieux une image qui ne serait pas négative, qui serait une image positive. Mais ça veut dire aussi qu'on prend le négatif pour ce qu'il est, c'est-à-dire une matrice, quelque chose qui peut servir à produire une ou plusieurs autres images. Aujourd'hui, ces images, ces négatifs anciens, on ne les utiliserait pas, on ne les confierait pas pour un développement, ne serait-ce que parce qu'on peut inverser numériquement et obtenir un développement, une épreuve positive si on le souhaite. Mais à cette période-là, dans les années 30, un photographe comme Cromer utilise des pièces de sa collection, veut les utiliser, veut s'en servir et les manipuler. Je voulais aussi mentionner ça parce que je pense que c'est un point important dans ce va-et-vient des temps. Aujourd'hui, depuis quelques années, une dizaine d'années, on va dire, il s'est produit aussi quelque chose dans le monde de la photographie contemporaine qui oriente de nombreux photographes vers des procédés anciens à refaire, à reprendre des procédés qu'on ne savait plus forcément d'ailleurs pratiquer, mais à pouvoir garder ces pratiques extrêmement variées de la photographie. Il y en a de nombreux cas aujourd'hui, parce que au moment, je ne voudrais pas trop me disperser, mais disons que quand le numérique a fait son apparition, on a pensé que c'était la fin de la photographie et que c'était la fin de la photographie argentique. Alors globalement, la plupart des gens utilisent plutôt le numérique que l'argentique maintenant, mais on voit que ce qu'on a appelé, mais a posteriori d'ailleurs, la photographie argentique, a fait son retour, y compris de manière contemporaine, et que certains photographes, on peut penser par exemple à Patrick Bailly, Maître Grand, mais ça fait déjà plusieurs décennies qu'il fait ça, retravaille par exemple sur le daguerréotype pour ne pas perdre ses savoirs, parce que certaines images photographiques sont des énigmes presque pour nous aujourd'hui. Bon. Dans l'entre-deux-guerres, pour finir sur ce deuxième temps, vision savante et vision populaire de la photographie s'affrontent. L'auteur d'une histoire de la photographie qui est publiée en 1945 et qui est longtemps resté un classique de la littérature photographique, qui s'appelle Raymond Lécuyer, reproche à des gens comme Chéronnet d'avoir une vision trop anecdotique de la photographie et de faire ainsi du tort au médium. Aujourd'hui, cette question des cultures savantes, culture populaire de la photographie, elle se pose peut-être plus que jamais. Donc en 2017, on passe à la dernière période, 2017-2023. En 2017, donc au moment où je publiais ce livre sur l'histoire du désir contrarié de musées photographiques, je lisais l'épilogue de l'historien François Brunet, lui aussi disparu, intitulé « Ruée sur les archives, la photo-histoire contre l'histoire de la photographie » dans Photographie, Histoire et contre-histoire, livre paru en 2017. Je le cite. « Il ne se passe guère de mois, voire de semaines, sans que la presse généraliste dans tel ou tel pays, et parfois internationalement, ne se fasse l'écho d'une découverte photographique, d'une archive ou d'un trésor oublié de plaques de verre, de vieux négatifs ou de tirages uniques,
dénichées dans les archives d'un journal, d'une municipalité, d'une entreprise, d'une association ou d'une famille, mettant en lumière un événement historique, le passé d'une ville, d'un groupe ou d'un individu remarquable, en même temps que l'investissement pour le numériser, diffuser et faire valoir le trésor en question. Ce fonctionnement de la redécouverte n'a plus pour objet privilégié la réhabilitation de primitifs méconnus, même s'il ne l'exclut pas, comme l'a montré en 2008 l'inventaire des milliers de photographies cachées d'une intimité familiale amassée par la gouvernante Viviane Mayer. Il relève d'une industrie de la mémoire beaucoup plus large, dont l'expansion antérieure au numérique est multipliée par les outils du web interactif. Du point de vue de l'appétit donc pour les archives photographiques, le changement était en effet flagrant. Ce que je vous disais, les années 30, c'est un petit groupe de personnes qui s'intéresse, qui va collectionner ces photographies. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. François Brunet, ça s'est beaucoup élargi. François Brunet, donc, qui voulait prendre en compte les effets de la numérisation d'ensembles photographiques, montrait que ceux-ci n'étaient plus seulement pensés comme les objets du musée et de l'historien professionnel, donc l'histoire de la photographie, mais comme des objets potentiels de ce qu'il appelait les photo-histoires. Terme volontairement vague, disait-il, sous lequel il désignait les tentatives de récits faites à partir de ou autour d'archives photographiques, sélectionnées par des historiens non professionnels. Il parlait de cette tendance, toujours aussi présente aujourd'hui, de venir piocher dans des archives photographiques numérisées pour les publier et les valoriser. Non pas pour raconter l'histoire de la photographie elle-même, mais pour raconter d'autres histoires. Cela concernait pour lui principalement les images de guerre, de conflits, les images de personnalités. On pourrait ajouter les images de villes, les anciennes rues, le vieux Paris, etc. On prendra ici l'exemple ou le patrimoine industriel. On pourrait penser aussi à tout ce qu'on a, enfin toute la photographie de ruines qui s'est développée à partir des années 2000. On prendra ici l'exemple des photographies du Paris ancien et d'un site donc comme Vergue qui a ouvert en 2013. Ou encore de l'édition de livres que vous avez tous déjà vus, comme chez Parigramme, ces livres de cartes postales par arrondissement, où on pourrait penser à certains amateurs qui publient une image par jour du Paris ancien, par exemple sur Twitter, etc. D'une manière générale, François Brunet faisait ressortir donc que dans les années 2000-2010, s'était opéré un glissement de la photographie du champ de l'art vers celui de la curiosité photo-historique et la prise de pouvoir des aspects documentaires, donc qui faisaient leur grand retour, des aspects documentaires de la photographie sur les enjeux esthétiques qui avaient prévalu dans l'élan patrimonial des années 1980. On pourrait réfléchir aussi à la manière dont la sphère des curieux, des historiens non professionnels, influence aujourd'hui celle des historiens de métier. Chez ces derniers, on trouve de plus en plus de récits faits à partir d'archives photographiques familiales ou d'archives photographiques trouvées par hasard. Pour Brunet, la conséquence était que faire l'histoire de la photographie comme phénomène social et phénomène culturel devenait plus que jamais faire l'histoire des archives photographiques de toutes sortes. Ce qui me frappe aujourd'hui dans la relecture de ce passage, toujours aussi vrai, c'est le rapport collectif que nous entretenons aux images du passé. Aujourd'hui, les archives photographiques numérisées permettent à nombre d'entre nous d'imaginer le passé, de se le figurer, mais aussi de l'exhumer pour d'autres, c'est-à-dire de le publier. Bien sûr, l'image photographique ne le donne pas à voir tel quel. Elle nous en livre plutôt un sentiment, que d'ailleurs qu'il soit fidèle ou non. Mais c'est une ouverture quand même vers cet imaginaire du passé.
l'imagination du passé à travers les archives photographiques. Je pense que c'est quelque chose de très fort qui traverse notre époque. Dans un numéro donc, de Photographica, qui était le premier numéro, nous soulignions à l'époque, donc pas très lointaine, en 2020, avec Paul-Louis Roubert, combien donc ce qu'on mettait sous l'appellation patrimoine photographique s'était étendu, précisément à l'heure où la fin de l'ère dite argentique de la photographie semblait consommée, donc depuis les années 2000-2010. Et pour le prendre en compte, nous avions préféré parler de patrimoine photographique au pluriel, montrant ainsi que cette expansion du territoire patrimonial s'était faite par les marges de la photographie, c'est-à-dire par la photographie industrielle, par la photographie commerciale, par la photographie extra-européenne. Vous avez peut-être vu cet été, jusqu'en juillet, l'exposition du musée du Quai Branly, l'album du monde. Les photographies des femmes, photographes, les photographies des minorités, c'est-à-dire par tous ces domaines qui auparavant étaient, si ce n'est exclus de la patrimonialisation, du moins moins présents et moins pensés comme tels. Si le patrimoine, avec ce que ce terme évoque de canon et de patrilinéarité, terme qui est parfois devenu pas un gros mot, mais un mot parfois délicat pour certains. Dans Le Monde d'il y a 2 jours, vous avez peut-être vu un article consacré au terme ancien de matrimoine, qui a été exclu peu à peu. Donc, qui fait du patrimoine aussi un mot critiquable. Et je me souviens que quand on avait voulu faire ce numéro sur les patrimoines photographiques, on nous avait dit, bon, vous êtes sûr, c'est pas un sujet... Bon, voilà. Ce que je voudrais dire ici pour conclure, c'est que les patrimoines photographiques, c'est-à-dire les archives photographiques de toutes sortes, qu'on estime d'être dignes, d'être conservées, sont la matière de l'histoire et un matériau pour l'historien et l'historienne, mais aussi, je crois, pour beaucoup d'entre nous, à relire les lignes de Brunet et pas seulement pour les historiens. C'est avec elle, avec cette matière, que nous écrivons l'histoire des photographies, mais aussi beaucoup d'autres histoires. Leurs creux, leurs absences nous renseignent sur les logiques à l'œuvre et sur la valeur accordée à telle ou telle pratique. Ainsi, on aura du mal à retrouver les noms des opérateurs qui ont travaillé pour la plupart des ateliers photographiques du XIXe siècle. On aura du mal aussi à retrouver le nom des ouvrières qui étaient chargées de colorier les daguerréotypes qu'on voulait passer en couleur. Même Alice Guy, dont vous avez peut-être entendu parler ces derniers temps, pionnière du cinéma, première réalisatrice qui raconte les souvenirs de ses débuts, ne parvient pas à se souvenir du nom des ouvrières chargées de coloriser les bandes de films. Et elle le regrette. Mais cette matière, des archives photographiques, non, toujours pas. Non. Pardon. Cette matière, elle est mouvante, elle est toujours en reconfiguration, elle est tantôt endormie, tantôt en éveil, tantôt oubliée, tantôt rappelée. Suivant les circonstances, suivant ce qu'elle cherche, chaque époque réinvente ce qui fait patrimoine photographique à ses yeux. Aussi, ce qu'on met sous ce terme est le lieu d'un montage historique nécessairement fragmentaire. Et ce matériau que nous, historiens et historiennes, utilisons, nous le travaillons autant qu'il nous travaille. Nous sommes vraiment travaillés par lui. Voilà, et je vous mets les crédits des images. Je vous remercie de votre attention et d'être venus ce soir. Et je réponds à toutes vos questions. Merci beaucoup. Ça marche ? Oui. Merci beaucoup, Éléonore. Merci à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Je peux vous faire passer le micro. Peut-être que je peux poser une question en attendant, histoire que vous ayez le temps de réfléchir vous-même. Je me demandais si cette question de la commémoration que vous avez abordée au tout début de la conférence, de l'importance de la commémoration comme jalon un peu de cette histoire de la photographie, elle naît aussi de ces images, alors on parlait du film, mais aussi photographiques,
des grandes manifestations, notamment, je pensais aux grandes funérailles nationales, à ce côté vraiment très solennel en fait, et notamment qu'on connaît aujourd'hui grâce à la photographie. Est-ce que ce regard porté sur l'histoire, enfin sur l'histoire en train de se faire à l'époque, au moment de ces grandes commémorations, aussi influence ensuite ce goût pour les photographes de marquer des jalons? Oui, en fait, toutes ces commémorations, alors elles apparaissent à la fin du 19e siècle, dans les années 1880, où on va faire construire, disons, les premiers monuments pour Daguerre, etc. Mais elles vont se développer surtout après, dans l'entre-deux-guerres, à un moment où, finalement, après la Première Guerre mondiale, où l'esprit public est marqué par ces enjeux officiels, par l'idée aussi de donner des modèles. Et la photographie entre dans ce jeu républicain, enfin, très Troisième République et très solennel. Et ça, elle participe de ça, en fait. Elle s'intègre dans ce mouvement avec cette idée de mettre en avant, il y a quelque chose de très nationaliste, c'est particulièrement fort en France, hein, de mettre en avant des inventeurs français dans cette marche de la photographie. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Par rapport à ce qu'on vous dit, patrimoine, matrimoine, je pense qu'il convient quand même de prendre un tout petit peu de distance quand même par rapport au discours féministe actuel, et que si le grand autre est plutôt maternel, la fonction du nom du père compte énormément aussi. Ah, je pense que je prends assez de distance. D'ailleurs, vous voyez, pendant toute la conférence, j'emploie patrimoine. Je dis en général. Pour moi, en fait, c'est le terme de toute façon qu'on trouve dans les textes et dans les sources de l'époque. Donc, moi, je l'emploie comme historienne. Je notais juste, et c'est pour ça que je racontais cette anecdote à propos de la revue, c'est que de plus en plus, c'est un terme qui fait réagir, qui prend aussi une connotation politique, et on ne peut pas non plus le nier. Enfin, je veux dire, c'est là, on le voit dans la manière de réagir des gens quand on leur parle de ce terme de patrimoine. Moi, je voudrais apporter un témoignage. Je suis Emmanuelle Errand, je suis conservatrice en chef du patrimoine, et j'ai fait partie de l'équipe du musée d'Orsay, deuxième génération, donc pas celle qui a imaginé le musée, constitué le début des collections, mais qui a assisté à la manière dont la photographie s'est patrimonialisée, effectivement. Et il y avait un débat qui était très important, de réunion en réunion. C'était une espèce de, comment dire, un serpent de mer. C'était la question de savoir si telle photographie devait avoir un statut documentaire ou un statut patrimonial. Et donc, on avait créé un inventaire spécial qui s'appelait ODO, Objet documentaire Orsay, qui était un fourre-tout dont tout le monde se moquait, mais on est bien content de l'avoir créé parce que, en fait, on y a mis des images qui, pour Françoise Elbrun, alors je ne parle pas de Philippe Néagu parce que malheureusement, il est mort beaucoup trop tôt. Je l'ai à peine connu. Mais effectivement, le débat, c'était toujours « Ah non, mais ça, c'est juste documentaire, c'est pas artistique ». Et en fait, aujourd'hui, moi, je suis très frappée de voir cette espèce de bascule, comment dire, de retour de balancier, c'est-à-dire la photo était purement documentaire, et heureusement que des gens l'ont gardée à titre documentaire ou d'imagerie ou d'anecdote, vous avez employé les trois termes. Puis ensuite, on s'est mis à faire basculer la photographie du côté de l'art et uniquement de l'art, tout en maintenant quand même certaines photos du côté documentaire. Je pense à la carte postale, par exemple. Et ensuite, aujourd'hui, on assiste de nouveau à ce balancier qui va de l'autre côté et qui s'intéresse à l'imagerie. Je trouve ça extrêmement... Enfin, je me dis que je suis vraiment une vieille dame pour avoir vécu ces trois balancements, mais c'est assez fascinant. Alors, il y a encore des impensés de l'histoire de la photographie. Pour moi, la carte postale reste encore très négligée. Je ne sais pas s'il y a vraiment des historiens qui, au niveau universitaire, s'intéressent à ça ou donnent des thèses sur le sujet, mais c'est immense, à mon avis. C'est un océan. Un océan.
il y a de plus en plus, moi j'ai eu là dans les dernières années une étudiante qui travaillait là-dessus, sur les collectionneurs de cartes postales, donc à partir d'archives qui sont aussi assez compliquées parce que souvent il y a les albums, c'était un fonds du Mucem, c'était pour tout vous dire le fonds Hélène Meyassou, qui était une collectionneuse de cartes postales de la seconde moitié du XXe siècle, qui a donné tous ces albums de cartes postales de métiers, etc., donc au musée des arts et traditions populaires à l'époque. Et en fait, il y a très peu d'archives sur elle, sur ce qu'elle fait en tant que collectionneuse, mais en tout cas, il y a ces traces, donc ça commence à venir. Et il y a eu récemment une publication sur les patrimoines, sur cette question de la carte postale, sur les circulations des cartes postales, etc. Il y a tous les travaux de Marie-Ève Bouillon, notamment, qui travaillent sur le sujet. Donc, mais c'est vrai que c'est difficile à aborder parce que les historiens de la photographie ont longtemps été réticents à faire une histoire de la photographie plus industrielle, plus commerciale. Absolument. Et aujourd'hui, c'est en train d'advenir, je pense. Oui. Alors actuellement, par exemple, je suis conservatrice maintenant au musée du Louvre. Je suis chargée du jardin des Tuileries, pas grand-chose à voir. Et de manière assez significative, je n'arrive pas à faire acheter par le musée du Louvre des cartes postales qui représentent le jardin des Tuileries. Donc c'est sur mes petits deniers que j'achète des cartes postales sur eBay, sur Delcamp, en me disant, depuis 8 ans que je fais ça, au début j'en trouvais très facilement, c'était on en toujours trouve les de mêmes, moins en moins. mais on en trouve de moins en moins. Donc j'assiste à la raréfaction de ces objets, à la montée effectivement des prix, et j'ai l'impression de revivre ce que je vivais au musée d'Orsay dans les années 90, où on n'arrivait plus à acheter un certain nombre de photos parce que les prix étaient devenus juste dingues. Donc je trouve ça assez fascinant, c'est-à-dire que j'ai l'impression que, peut-être que j'exagère, mais qu'on commence à s'intéresser à un objet, effectivement, quand il commence à disparaître. C'est tout le sens de votre recherche. Et je pense que sur les cartes postales, c'est très vrai en ce moment. Comme il y a un intérêt quand même qui a augmenté, beaucoup de gens ont acheté comme ça, les prix montent et l'offre diminue. Je vais assez régulièrement aux puces et je trouve de moins en moins de choses comme ça, pas très chères, disponibles. Enfin, c'est une réalité. Et je pense qu'il y a eu aussi tout un mouvement de fond dans les années 2010 autour des fonds photographiques argentiques qui restaient. Tout ce qui restait de l'ancienne photographie, puisque avec ce sentiment que ça disparaissait et donc que ça allait se tarir, que ça allait se terminer et qu'il fallait à ce moment-là capter les derniers fonds disponibles. Absolument. Merci. Oui, et sur les cartes postales, c'est des questions que se posait beaucoup François Brunet et que malheureusement on n'aura jamais l'occasion d'avoir toutes ces connaissances. Une dernière question et puis après, je suis désolée. On aura le temps après, je ne veux pas vous spoiler un peu, mais voilà, on aura le temps de continuer à poser. Ah non, c'est bon. Ah, madame, laisse la parole. Oui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu au niveau de la photo la même bagarre qu'avec le cinématographe pour la reconnaissance du 7e art. Voilà. Dans la mesure où les avant-gardes se sont très très rapidement intéressés aussi à la photo, vous avez cité Lilladji et tout le Bauhaus. Ça, c'était une première remarque dont j'aimerais avoir votre sentiment, pour lequel j'aimerais avoir votre sentiment. Et ensuite, il y a aussi peut-être pour la photo le fait que des artistes, je pense notamment à Rodin, puisque nous avons vu une très belle exposition en face il n'y a pas longtemps, se sont tout de suite accaparés, si je puis dire, de ce médium et l'ont intégré à leur pratique artistique. Donc, je n'ai pas l'impression que pour la photo, il y ait eu cette bagarre, si je puis dire, pour une reconnaissance. Bon, mais à nuancer sûrement. Alors, je trouve ça intéressant que vous disiez ça. Et tout dépend du point de vue, je pense, d'où on parle. Pour les photographes et pour le milieu de la photographie du XXe siècle, le cinéma est beaucoup plus favorisé et beaucoup plus aimé que la photographie. Et il a beaucoup plus de place dans les politiques culturelles, dans les politiques gouvernementales, aux yeux en tout cas de ces défenseurs de la photographie. Pourquoi ? Parce que pour eux, déjà la photographie va toujours se dire...
quelle est la mère ou quelle est la sœur du cinéma, puisque le cinéma, c'est de l'image animée, etc. Donc, pendant très longtemps, la photographie reste assez proche, essaye de rester très proche du cinéma pendant toutes les années, disons 10, 20, jusqu'aux années 30, jusqu'au parlant, en fait. Et après, tout ce qui fait l'argument des photographes, on va dire, c'est que pour eux, le cinéma est une industrie culturelle, ce que n'est pas la photographie, et qu'il y a des enjeux économiques, des enjeux industriels en termes justement de spectacle, de destination par rapport au public, qui font que le cinéma a une influence beaucoup plus forte et beaucoup plus pensée quand il est question de reconnaître les arts mécaniques. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est vrai que dans les pratiques artistiques, la photographie a été beaucoup utilisée, mais elle a aussi, chez Rodin par exemple, beaucoup été utilisée pour documenter le travail, pour photographier des modèles, voire pour protéger des choses qui étaient menacées de disparaître, qui pourraient être détruites. En fait, ce qui fâche le monde de la photographie, c'est ce décalage entre quelque chose, un médium qui est extrêmement pratiqué, qui devient de plus en plus commun, de plus en plus populaire en un sens, et l'absence de création d'une institution qui soit dédiée à la photographie. Et ça, c'est quelque chose, ce fossé entre une pratique très répandue et une absence de reconnaissance au niveau... parce que c'est vraiment quelque chose que les photographes vont attendre de l'État, qui chagrine les photographes. Et quand je vous parlais de la perte de ces fonds comme celui d'Adjé ou de Cromer, c'est vraiment cette idée que c'est à cause du gouvernement qu'on n'a pas gardé, qu'on n'a pas acheté et que ces collections sont parties. Voilà. Après, le cinéma il n'y a pas eu non plus de musée du... Non, mais c'est une question très intéressante. Le cinéma n'a pas non plus de musée très rapidement. Et il y a aussi énormément de débats sur la nature du cinéma. En ça, les histoires de la photographie et du cinéma, elles sont assez proches, elles sont assez parallèles. Elles ne sont pas tout à fait les mêmes trajectoires, mais elles sont à rapprocher. C'est ce qu'on fera d'ailleurs si vous suivez la revue, je vous fais un peu de pub, Photographica numéro 7, qui sortira à l'automne, sera sur ces relations entre cinéma et photographie et sur comment en fait la photographie s'est aussi emparée du cinéma, c'est-à-dire le cinéma par ses photographies. Puisque le cinéma est en mouvement, comment est-ce qu'on la raconte? En fait, on va utiliser la photographie. Voilà. C'est une très belle conclusion. Je laisse juste une dernière fois la parole à Hélène Sarzinski pour conclure. On va remercier tous Éléonore d'avoir donné tout son temps et nous avoir illuminés de toutes ses connaissances. Merci à vous. C'était un grand plaisir. Éléonore, merci beaucoup. C'était vraiment passionnant et je pense que la richesse des questions nous montre aussi combien cette conférence nous a nourris. Donc vraiment un grand merci pour ce très beau moment. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent poursuivre les échanges ou qui souhaitent simplement reprendre quelques forces, nous avons un petit cocktail qui nous attend dans la rotonde et vous êtes bien évidemment toutes et tous les bienvenus. Merci beaucoup.